On commence dans 1 minute, ok, le temps que tout le monde s'installe. Oui, bonjour tout le monde. Donc, on va doucement commencer. Je m'appelle Dorota, bienvenue à ce webinaire consacré à la Lituanie et l'Estonie. Peut-être on s'est déjà vu pendant le webinaire précédent que je fais à propos de la Pologne comme destination, qui est aussi disponible toujours sur notre chaîne YouTube. Je fais ce webinaire en collaboration avec l'agence Ernesto Travel. Juste une question, alors si... j'espère que tout va bien, dans ce sens que vous m'entendez bien, vous voyez la présentation. Je ne vois pas de remarques sur chat. Alors, ok, super. Donc, 2 mots à propos de l'agence. Fondée par Ernest Mirosław en 2006, avec le siège à Cracovie en Pologne. Alors, l'agence se spécialise avant tout dans les voyages en Pologne, mais bien sûr aussi on fait des voyages en Europe. Vous avez tous les liens nécessaires, les coordonnées pour contacter, mais vous n'avez pas besoin de les noter, par exemple, maintenant. La présentation va vous être envoyée sur vos emails, ainsi qu'elle aussi sera disponible sur la même chaîne YouTube. Pour vous donner un aperçu global, donc j'imagine, vous savez où se trouvent les 3 pays, bien sûr, mais ça va nous donner une perspective. Vous voyez que les 3 pays, donc si on commence par le sud, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, sont relativement petits. Souvent, on les traite comme un tout. Ils se visitent facilement en un voyage. On peut combiner les 4 pays, donc la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, ou les 3 pays baltes. La monnaie commune aussi pour les 3 pays baltes, c'est, comme vous voyez, l'euro. Donc, les 3 pays sont aussi, le voyage peut être combiné avec Helsinki, avec le tour, avec une visite en Finlande. De Tallinn à Helsinki, ça fait 1h30, 2 heures en bateau. Comme vous voyez, la distance entre Vilnius et Tallinn, ça fait 600 km. Donc aujourd'hui, on va se concentrer aussi sur ce trajet qui est un trajet, la route classique, donc de la capitale de la Lituanie, Vilnius, par Riga, en finissant avec Tallinn. Et je vous montre qu'il y a aussi cette possibilité de visiter Helsinki.
On traite souvent les trois pays comme un tout, mais il faut savoir aussi que si la Lituanie et la Lettonie sont véritablement des pays baltes, de la famille, par exemple, aussi des langues baltiques, l'Estonie est un pays finno-ougrien. Donc, c'est tout à fait autre histoire. Souvent aussi, surtout les personnes maison de Pologne ou de cette région de l'Europe, elles pensent que, alors si je visite la Lituanie et la Lettonie, je peux plus ou moins comprendre. Non, pas du tout. Mais je vous console, vraiment personne ne comprend en lituanien, en lettonien ou estonien. Mais un mot de consolation, c'est que les gens de ces trois pays parlent normalement très bien anglais ou de manière communicative. Il y a beaucoup de guides qui parlent bien sûr français aussi et d'autres langues. Donc, il n'y a pas de problème de communiquer, mais les langues sont vraiment une autre histoire probablement de tout ce qu'on connaît. On définit souvent les trois capitales comme capitales locomotives, comme les villes locomotives, parce ces trois villes bâtissent cette route qu'on suit souvent. Avec cette région aussi, il faut mentionner que sauf les villes, il y a la nature merveilleuse qui couvre pratiquement, surtout en Lettonie, presque la moitié du territoire. Et dans ces terrains naturels, on peut visiter des châteaux, par exemple des châteaux médiévaux. La Lituanie, on commence donc notre voyage est divisé en 10 provinces. Quelques généralités, bon, bien sûr, c'est un pays démocratique, la République parlementaire, avec la capitale à Vilnius. Pays catholique, mais aussi relativement sécularisé, comme les autres d'ailleurs, de la région. Appartient à l'Union européenne, à la zone Schengen. Souvent, la Lituanie est appelée le tigre de la Baltique. Comme c'est un pays bien développé avec un bon niveau d'éducation et des sciences mathématiques et technologies. Quelques faits minimes de l'histoire. Donc, les premières mentions écrites du nom Lituanie ont été trouvées dans le manuscrit allemand au XIe siècle. Le territoire actuel de la Lituanie ressemble à peu près à celui des premières années du XIIIe siècle. Un événement majeur pour tous les Lituaniens, c'est le couronnement du roi Mindaugas en 1230, en 1200, par exemple, pardon, 53. C'est la date où la nation commence à se construire véritablement. Et une autre date importante pour l'histoire de la Lituanie, c'est 1385, c'est la date de l'union politique avec la Pologne et la création de la République des deux nations ou des Nations unies. À force des choses, donc l'histoire est souvent commune pour la Lituanie et pour la Pologne, et on aime bien, les Lituaniens, et nous d'ailleurs aussi, parler de cette période-là, puisque cette date marque le commencement de l'époque de prospérité, des âges d'or, quand la République des deux nations, des Nations Unies, Lituanie-Pologne, a été le pays le plus grand en Europe. Et on aime bien répéter souvent les guides, ils aiment répéter cette phrase, que c'était le moment où les frontières de la République des deux nations s'étendaient de la mer Baltique jusqu'à la mer Noire.
En cours de cette époque, il y avait aussi des batailles de Polonais et de Lituaniens contre l'ordre teutonique qui menaçait toujours la donation du Nord. Encore la date du renforcement de cette République des Nations Unies, 1569. Et à partir de ce moment-là, en fait, alors petit à petit, cette période de prospérité commence à s'atteindre, surtout l'affaiblissement du pouvoir central mène à la disparition de cette république, la disparition de la Pologne, la disparition de la Lituanie qui est annexée par la Russie sous la tsarine Catherine II. En 19e, il y a des révoltes contre la Russie, mais l'indépendance n'arrive qu'en 1918, après la Grande Guerre, après la Première Guerre mondiale. Cette partie de l'histoire, donc le XXe siècle, ce sont les dates souvent alors communes pour les trois pays. L'indépendance gagnée en 1918 pour une période relativement courte, car la Deuxième Guerre arrive avec l'invasion soviétique. Ensuite, l'occupation allemande et après la Deuxième Guerre, l'occupation soviétique de nouveau et la Lituanie fait partie de l'URSS, de l'Union soviétique. Donc, la liberté, finalement, l'indépendance est très récente pour les trois pays. C'est 1991. Et c'est les dernières années, c'est l'époque où finalement les trois pays ont pu se développer économiquement. On voit toujours, on sent toujours cette, je dirais, ce dynamisme de finalement de pouvoir être, se développer économiquement et sur d'autres aussi champs. Et la date aussi commune pour la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie d'entrer en Union européenne, c'est le 1er mars 2004. On a cette tendance, même nous en Pologne, on a cette tendance de penser que les pays baltes se trouvent quelque part aux confins de l'Europe. Mais si on pense à l'Europe en tant que continent, on voit que le centre géographique se trouve justement en Lituanie, pas loin de Vilnius. Ce n'est pas le centre de l'Union européenne, bien évidemment, mais de l'Europe en tant que continent. Voilà. Paysage typique pour la Lituanie, qui est un pays très plat. Donc, la hauteur la plus élevée, c'est à peu près 300 mètres. Donc c'est vraiment un pays très, très plat, avec le climat continental relativement froid. Ça n'empêche qu'en été, il fait chaud et on peut se reposer au bord de la mer. La côte baltique est extraordinaire, des fois très sauvage, avec la nature immaculée. La côte est totalement sableuse. La deuxième grande ville, donc après Vilnius, c'est Klaipėda, qui a surtout la signification économique avec son port. Pour ce qui est des valeurs purement touristiques, c'est par contre Broch de Courlande qui est inscrite sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une bande de plage qui sépare la mer Baltique du lagon de Courlande, qui a l'air, comme vous le voyez sur la photo.
Vilnius, alors appelé parfois Rome du Baltique, enfin je ne sais pas. Rome est une ville des merveilles, non? Alors je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais je crois que Vilnius, parfois, on le dit pour vendre mieux Vilnius, mais d'après moi, Vilnius se vend lui-même très bien. La vieille ville est inscrite sur aussi la liste du patrimoine de l'humanité en 1994. On voit oui, dans la vieille ville, pas mal de monuments de toutes les époques. Commençons par exemple par l'université, l'une des plus anciennes en Europe, fondée par un roi polonais qui s'appelait Stefan Batory et qui se développe ensuite grâce à un autre roi, Sigismund, qui fonde sa cour royale. C'est l'université avec une aussi grande bibliothèque riche en plusieurs manuscrits. Même si Vilnius n'est pas une ville énorme, c'est une ville assez cosmopolite avec différents styles architecturaux. Donc, quelques flashs voilà, de ville, la mairie. Ça, c'est l'avenue Piliès, considérée la plus jolie en vieille ville, et la ruelle typique pour la vieille ville de Vilnius. La vieille ville est entourée par les tours, par les remparts. Ça, c'est la tour de Gediminas, donc un des ducs de Lituanie. L'église gothique de Sainte-Anne. Le château, donc comme vous voyez, un exemple parfait de Renaissance, de l'architecture de Renaissance. L'église de Pierre et Paul, l'église baroque. D'après moi, l'église la plus belle à Vilnius. J'ai vu il y a quelques années les rankings des églises, je crois, en Europe ou dans le monde, je ne me rappelle plus. Mais le critère de ce ranking a été très bizarre, très subjectif, à savoir, le seul critère était comme le sentiment où vous entrez une église et vous faites. Oui, c'est comme quelque chose qui vous coupe le souffle, le sentiment d'un ravissement absolu. Et cette église-là était sur la première position. Et c'est vrai que quand vous entrez, vous voyez les touristes qui entrent, ils font toujours cet effet wow. Et c'est vrai que ça nous donne l'impression d'une légèreté. Ça a l'air d'être fait de, je sais pas, de meringues, n'est-ce pas, des stucs très précisément carvés dans la pierre. Aussi, donc, c'est une église baroque, mais elle n'a pas de couleurs. Il n'y a pas beaucoup d'or, mais tout est en blanc. C'est absolument extraordinaire l'effet que ça nous donne. En Lituanie, aussi beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'églises orthodoxes comme celle-ci, l'église de Saint-Nicolas. Voilà la cathédrale néoclassique. Et enfin, l'objectif numéro 1 pour les groupes des pèlerins, la Vierge de la Porte de l'Aurore de Vilnius, qui se trouve dans cette porte au-dessus de la rue qui mène vers la vieille ville. À côté, il y a une petite église
où on peut assister à une messe. Ok, on va s'éloigner un tout petit peu de la capitale pour voir ce qu'il y a autour. À 30 km de Vilnius, le château de Trakai. Trakai, c'est l'ancienne capitale du grand-duc de la Lituanie. Maintenant, on peut admirer la cité sur l'eau, entourée du lac Galvė. La construction partiellement reconstruite aussi date du XIVe siècle. Et donc la ville de Trakai surtout est connue pour ce château-là, mais il y a d'autres raisons pour visiter cette petite ville, à savoir elle est habitée par deux minorités ethniques peu connues. Donc l'une d'elles, ce sont les Tatars de Crimée, qui ont leur petite communauté là-bas. Et l'autre minorité, ils s'appellent les Karaïm. Les Karaïm, ce sont les personnes alors qui dont la religion est issue du judaïsme, qui ne croient qu'à l'Ancien Testament, et ils croient à la libre interprétation du texte ancien. Ils ont leur propre langue aussi, leur propre église qui s'appelle Kenessa. Cette Kenessa se trouve à Trakai. Je crois que c'est une seule Kenessa en Europe. Il y a une autre, mais en Crimée, mais je ne sais pas si on peut dire que la Crimée est en Europe ou non, pas en Union européenne en tout cas. Ça, c'est une maison typique de Karaïm, où il y a trois fenêtres toujours qui donnent sur la rue. On dit qu'une fenêtre, c'est pour le grand-duc Witold, qui était un ancien duc, et c'était voilà pour le souverain. L'autre fenêtre, c'est pour le propriétaire de la maison, et la troisième, c'est pour Dieu. Donc, ces maisons typiques en bois, on peut les trouver dans Trakai. Et on bouge vers le nord de la Lituanie, et pas loin de la frontière avec la Lettonie. On peut visiter la colline des Croix. Les débuts de cette place très particulière ne sont pas totalement connus. Peut-être ça a commencé déjà au temps médiévaux où les gens tout simplement priaient, vénéraient Dieu et voulaient poser leur croix. Au cours des siècles, par exemple au 19e siècle, sous l'occupation par l'Empire russe, l'annexion par l'Empire russe, les gens venaient ici pour prier aussi, et ces croix ont été ramassées. Aujourd'hui, on dit qu'il y en a à peu près 100 000. Dans cette place, en 1993, le pape Jean-Paul II a célébré aussi la messe. Donc, c'est maintenant aussi la place de pèlerinage très particulière. Et quand je viens de dire de la colline de Croix, ce n'est pas loin d'entrer la Lettonie. Donc c'est à peu près, on est ici, Riga est ici, la capitale. La langue lettonne est aussi la langue balte, pays catholique mais assez sécularisé. Et bien sûr, la Lettonie aussi fait partie de l'Union européenne et de la zone Schengen. Tout commence à peu près au XIIe siècle, toujours l'occupation teutonique d'abord. Ensuite, la route de l'Ambre commence à se bâtir.
Alors, la route de l'Ambre menait bien sûr aussi par d'autres pays baltiques. Au XIVe siècle, Grand-Duché de la Lituanie, de la République il y a cette République de deux nations qui a été créée. Et comme vous voyez après, c'est un peu la suite, le valse des différentes occupations et de courtes périodes de l'indépendance. Donc, à vrai dire, le premier moment de l'indépendance aussi, c'est après la Grande Guerre 1918. Après, l'histoire se répète. Finalement, l'indépendance totale, c'est aussi toujours 1991. Le paysage typique de la Lettonie, pour toutes les personnes qui admirent la nature, qui apprécient la nature, les pays baltes sont en masse. Les forêts couvrent presque la moitié du territoire de Lettonie. De temps en temps, dans ce paysage naturel, on voit des châteaux qui datent du Moyen-Âge. Toujours la côte, très belle, avec du sable fin. Les plages aussi sont très, très vastes. C'est facile aussi d'être seul, de se trouver dans une place sauvage. Tous les trois pays, bien sûr, aussi ont une signification commerciale pour ce qui est du transport maritime. Le climat, ça, on ne peut rien faire avec, continental et humide. Mais quand vous voyez avec un peu de neige, ça fait aussi très joli. L'un des 4 parcs nationaux, le plus grand, le parc de Gauja, avec la rivière aussi Gauja. Et ça, c'est la vue panoramique sur Riga. Comme vous voyez, le nombre de touristes en Lettonie, surtout à Riga, égale à peu près le nombre des habitants de la Lettonie. Donc, c'est un pays de plus en plus visité chaque année. À côté de la capitale, c'est bien de visiter Rundale, l'ancienne résidence d'été des ducs de Courlande. Elle est construite par l'architecte Francesco Bartolomeo Rastrelli. C'est le même qui a construit aussi les palais à Saint-Pétersbourg. Donc, le palais d'hiver, par exemple. D'ailleurs, beaucoup de monuments dans toutes les 3 villes, toutes les 3 capitales ont été construits par les architectes italiens. Quelques photos de l'intérieur de la résidence d'été, construite en style baroque et rococo. Comme vous voyez par exemple ici, la salle blanche, très élégante, très somptueuse. Les jardins, aussi typiques pour cette époque et ce style. Une nouvelle appellation Paris du Nord. Je ne sais pas, mais il est vrai que à Riga, on peut aussi bien admirer la vieille ville qui est parfaitement conservée ou rénovée, qui est très charmante. Et d'un autre côté, c'est une ville avec des zones industrielles, avec des bâtiments très modernes, avec des ponts très modernes. Donc, il y a ces 2 facettes, si vous voulez. Le monument phare de la vieille ville, probablement la cathédrale gothique de Riga, avec les orgues les plus grandes en Europe,
qui toujours marche, qui toujours fonctionne. Et ça, c'est la place de marché, maison, vous voyez à droite, maison gothique des Têtes Noires de Riga. Les Têtes Noires, c'était une confrérie médiévale. Le blason de cette confrérie contenait les personnages avec les têtes noires, d'où le nom. L'architecture typique pour les villes hanséatiques, pour les villes qui se trouvent oui, sur aussi la côte de la mer Baltique, autour de la mer Baltique. Si vous avez visité Gdańsk, peut-être en Pologne, on peut visiter, on peut voir les bâtiments pareils. Mais je m'excuse, je vois qu'il y a des choses sur chat, mais je n'ai pas vraiment la possibilité de le voir maintenant. Donc, quand la présentation a fini, on va y revenir. Hein. Donc, excusez-moi de ne pas répondre maintenant s'il y a des questions. Un autre monument, la tour d'Arsenal, le château, toujours Riga, toujours la vieille ville, qui est facilement visitée, qui peut se visiter à pied, presque, l'opéra. Le Théâtre National dans le style de Art Nouveau. Les Halles. Et la capitale d'été, la place où tous les habitants de Riga vont s'il fait beau, parce que se trouve à côté pratiquement. C'est une ville qui a été découverte un peu au début du XXe siècle, à la fin du XIXe. On a découvert le microclimat très bénéfique pour la santé. Beaucoup d'artistes, d'écrivains commençaient à y venir, construire leur maison, acheter leur maison. Vous voyez les maisons typiques pour cette région, très charmant. Donc, si on va à Jurmala, on peut voyager dans le temps, car cette station balnéaire qui aussi se compose d'autres petits villages, qui se trouve autour. Cette station balnéaire a toujours l'air à garder cette image du début du 20e. Ce n'est pas trop commercial. Les autorités de ville soignent l'infrastructure, veille à ce que ça ne soit pas trop commercialisé ou trop kitsch, ce qui parfois arrive dans des stations balnéaires partout. Donc, Jurmala, c'est véritablement très esthétique, très joli. Nous avons la région, la ville de Sigulda, avec aussi des châteaux. La région est appelée la Suisse lettonne. Et voilà le parc national, la vallée. Sur ce territoire de Gauja, de ce parc, nous avons ces trois châteaux. Et on passe à la dernière partie de notre présentation avec l'Estonie, qui est divisée en 15 régions. La capitale se trouve à Tallinn. La langue, justement, estonienne est la langue ougro-finnoise qui appartient à la même famille que la langue hongroise, qui est vraiment une langue que personne ne comprend, non? Mais les Estoniens, surtout, ils parlent bien anglais. C'est un pays fortement sécularisé.
qui appartient à l'Union européenne et à la zone Schengen aussi. L'histoire de l'Estonie commence au Moyen-Âge. Le pays est d'abord christianisé et puis porté sur la domination, différentes dominations. Et après, c'est toujours la même histoire. Il faut dire que cette période après la Deuxième Guerre mondiale, où c'était l'occupation soviétique, consistait à une forte russification, surtout, si on peut comparer le niveau de ce procédé. Et à partir de l'indépendance, ce pays, comme les autres, a vu un développement très rapide au niveau économique. Et cette indépendance dont on parle avec chacun de ces trois pays a été aussi gagnée par plusieurs protestes, dont cette proteste majeure et très marquante qui a gagné le nom de la Révolution chantante. De la voie balte. Donc, c'était l'initiative des gens de la Lituanie, de la Lettonie, de l'Estonie de former cette chaîne de cette voie avec tout simplement avec des personnes. Et comme ça, on a voulu montrer le mécontentement de l'occupation soviétique. Comme avec les autres pays, l'Estonie est un bon pays pour voir la nature. L'Estonie, c'est pas souvent à beaucoup d'îles. Très, très minuscule parfois, qui occupe à peu près une dixième du territoire. Le paysage aussi typique forestier pour l'Estonie. Pour le climat, alors l'Estonie, c'est assez trouve le plus au nord. Alors, c'est comme ça, mais on ne peut pas nier que toujours ce soit joli. Et en été, c'est absolument agréable. L'Estonie aujourd'hui est connue surtout pour les jeunes personnes comme un pays avec la technologie très affinée. Par exemple, le Skype a été inventé en Estonie. C'est un pays où beaucoup de jeunes personnes vont pour y travailler dans le secteur IT. Et ça se voit que l'Estonie est un pays qui cherche voilà, toujours à se développer au niveau technologique, ce qui se traduit aussi par oui, la recherche toujours de devenir de plus en plus moderne, de plus en plus commode aussi pour ses habitants et pour le touriste. À 130 km de Tallinn, une autre ville à visiter, c'est Pärnu, la capitale estivale sur la côte. Et Tallinn, à propos de Tallinn, de la vieille ville de Tallinn qui est aussi très compacte, très, très sympa pour visiter à pied. À propos de Tallinn, je peux vous dire une chose. Quand je voyageais il y a quelques années avec les touristes, on a fait ce voyage baltique, cette route baltique.
Mais c'était aussi Stockholm, c'était Helsinki, mais la star du voyage, c'était Saint-Pétersbourg. Donc, les personnes, la majorité des personnes, sinon toutes les personnes qui se sont inscrites à ce voyage, ont dit, ouais, c'était pour voir surtout Saint-Pétersbourg. Bon, Saint-Pétersbourg, c'est une autre histoire, ok, mais bon, on a vu dans le voyage, il y avait d'autres villes, comme par exemple Tallinn, Riga, et ainsi de suite. Et après avoir visité Tallinn, tout le monde disait « Ah, ben, c'est dommage qu'on reste plus longtemps ici, c'est très joli. » Personne n'avait aucune attente, à vrai dire. Ce sont les pays dont même nous, en n'étant pas très loin, on ne sait pas grand-chose. Mais la surprise est toujours là, toujours la surprise très positive. Donc, même en rentrant de ce voyage, après avoir vu Saint-Pétersbourg, Stockholm, Helsinki, il y avait toujours ce sentiment, ah non, il faut revenir encore une fois pour, cette fois-ci, peut-être juste pour voir la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, pour y passer plus de temps. Car je suis d'accord que c'est très, très sympathique, très riche en monuments et places à voir. En même temps, ça peut se faire dans une ambiance très, très douce, très calme, un peu provinciale, mais dans un sens positif du terme. Et comme vous le savez, enfin, même si on aime bien visiter, maintenant on aurait aimé visiter, non? Avouons-le que parfois ça peut être très fatigant si on visite des grandes villes pour beaucoup de touristes, monter dans le bus, descendre dans le bus, marcher, parking, etc. C'est le prix qu'on paye pour visiter, mais parfois ça peut être fatigant. Je crois que ce facteur n'existe pas vraiment en ce qui concerne les 3 capitales baltes, puisque, comme je disais, elles sont relativement petites, faisables à pied, si je peux dire comme ça. On peut se concentrer sur la visite, sur nos émotions, sur l'architecture, sur des restos, des cafés. Je trouve très, très sympa. Un autre monument de Tallinn, la cathédrale, construite dans le style très particulier, très particulière pour les églises orthodoxes. Voilà. Une curiosité, à Tallinn se trouve la pharmacie la plus ancienne en Europe, 1422. Aujourd'hui, il y a le musée là-bas qu'on peut visiter. Pas loin de Tallinn, on a le musée ethnographique avec 72 bâtiments, avec aussi plusieurs événements auxquels on peut participer. Comme vous avez pu voir sur cette photo à gauche, vous voyez que voilà, la vieille ville est encerclée par les murs. Donc les voilà ici. Dans cette tour, il y a par exemple un musée de fortification. Ok, comme ça on a fini cette partie géographique, disons, et culturelle. Quelques informations concrètes avant aussi de vous donner des idées de trajets concrets sur le territoire des 3 pays. Donc, l'agence, c'est avant tout le tourisme, récepteur personnalisé sur mesure. Donc, il y a ces différents types de voyages que vous pouvez voir.
tout un chapitre aussi de tourisme religieux, de pèlerinage, par exemple suivant le pas de Saint Jean-Paul II, de Sainte-Sœur Faustine à Saint-Maximilien Kolbe, avec des sanctuaires polonais et européens, entre autres. Quelques chiffres. Je vous donne cette print screen de la page Internet. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs langues. Il y a aussi la langue française. Donc, vous pouvez tranquillement après aussi regarder en choisissant la langue française. Alors, les concrets, ça va être la dernière chose pour aujourd'hui. On revient à la première carte que je vous ai montrée au début. Un exemple d'un tour classique avec l'arrivée à Vilnius, comme vous voyez, puis Vilnius-Trakai, donc le château de Trakai et Vilnius. Encore, donc Rondales, cette résidence d'été. Šiauliai, c'est la colline des Croix. Ensuite, Riga. Riga, le château, Tallinn. Et même dans ce tour-là, il y a... on a inclus, quand je vous ai dit, c'est très facile de voyager de Tallinn à Helsinki et de faire un aller-retour. Et de Tallinn, après, on peut se déplacer en avion, déjà en France ou en Suisse, où vous voulez. Ça, c'est une proposition donc d'un voyage de pèlerinage appelé la Miséricorde divine, le pèlerinage sur les traces de la sœur Marie Faustine, née en Pologne, mais qui a aussi passé le temps à Vilnius. Donc le même début avec Vilnius, château de Trakai, et ensuite, donc c'est un peu à l'envers, c'est du nord vers le sud, vers Cracovie, en passant par les places connues pour les sanctuaires ou les places qui sont liées aux saintes. Ça, donc, excusez-moi, c'est en italien, hein, mais c'est pour juste donner cette information à propos du congrès qui est planifié, enfin, probablement pas mars, pas avril, mais peut-être novembre. Toutes les informations, vous pouvez trouver sur le site internet qui a été aussi inscrite avant sur la slide précédente au début. Un autre site toujours aux auspices de l'agence Ernesto. Donc, oui, la photo pour vous, c'est la photo de l'ancien voyage, la photo pour nous encourager, pour nous donner cet espoir de revenir à Vilnius. Espérons que cette année, ça va se passer un peu mieux que l'année dernière pour les déplacements. Ce que je peux vous dire aussi de ma part, quand j'ai mentionné ou pas, je ne me rappelle plus, je suis aussi guide licenciée de Varsovie. Alors, si surtout, donc c'est la ville où je suis, où j'habite, que je connais très bien, donc aussi les coordonnées restent ici sur la présentation qui va vous être envoyée. Donc, si jamais vous avez des questions sur Varsovie, sur la Pologne ou sur le sujet d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter.
Il y a l'autre webinaire pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu l'occasion de voir le webinaire précédent sur la Pologne. Il y a ce webinaire toujours disponible, la Pologne comme destination. Voilà les liens et voilà aussi le lien pour toute la chaîne YouTube de Ernesto Travel où vous pouvez trouver tous les autres webinaires aussi en d'autres langues. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour votre participation. Je regarde le chat. Je regarde le chat. OK. Oui, alors oui, je viens de vous donner ce lien pour la présentation sur la Pologne. Ça se trouve toujours sur YouTube. Merci. OK, le lien est déjà là. Oui, oui, pas égal à Rome, je serais d'accord, mais justement, avec ces comparaisons, donc chaque ville a sa spécificité, je crois, parfois, c'est pas bien de comparer, car Rome, c'est Rome. Si on peut voir les PDF de 2 présentations, je crois que oui, je vais envoyer le PDF, je vais faire le PDF, je vais l'envoyer à l'agence, à Ernest, et puis si vous voulez, on va vous l'envoyer aussi en PDF si vous en avez besoin. Merci à vous tous et toutes. J'espère que ça vous a un peu encouragé à visiter. C'est aussi parfait de visiter ces 3 pays si vous ne voulez pas rencontrer beaucoup de monde. Cette année, on était, beaucoup de mes amis sont venus, par exemple en Lituanie. C'était toujours la même histoire, à savoir, c'était pas sur leur liste, mais OK, on n'avait pas trop de choix, donc beaucoup de personnes ont choisi, ils sont venus, par exemple en Lituanie. Et ils étaient tous ravis. La température de l'eau, alors c'est à peu près comme en Pologne, alors je dirais 20 quelque chose. Donc c'est pas la mer chaude. On peut rien faire avec ça, mais pour les plages, ça vaut la peine, je crois. Pour le moment, je suis pas trop sûre, parce que ça change et ça a changé aussi récemment. Donc, je peux si vous me laissez peut-être vos coordonnées, je peux voir plus en détail et je peux vous écrire. Parce que je ne suis pas sûre maintenant si c'est la même chose pour les 3 pays ou s'il y a des différences. Parce que pendant l'année dernière, je me rappelle que la Lituanie était assez accessible, tandis que pour l'Estonie, on avait besoin des tests et puis de faire la quarantaine. Maintenant, avec les vaccins, je ne sais plus si quelque chose a changé ou non. Mais je vais voir aussi si jamais je peux vous envoyer l'information qui vous sera envoyée avec la présentation, si ça marche. Espérons qu'ils vont changer. La température de l'air au bord de l'eau, donc sur les plages, oui. Alors, ça va être entre 20 et 30. Le max, disons, c'est 30, 35. Ça ne dépasse pas trop 35.
Je vous remercie donc pour ce matin, pour être là. Je vous souhaite une excellente journée. Et peut-être à la prochaine, je vous invite, on vous invite de venir en Pologne et aux Pays-Baltes aussi avec Ernesto. Merci, bonne journée.